Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Et aujourd'hui, nous accueillons Samy Biazoni. Bonjour Samy. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk. Alors Samy, il y a deux types d'hommes, en tout cas c'est un peu ce que j'ai décrété. Il y a les spécialistes qui ne sortent pas de leur couloir de compétences uniques, et il y a ceux qui décident de multiplier les compétences et les activités, de monter plein de projets. Et c'est un peu ton cas, à l'image d'un Blaise Pascal, mathématicien, philosophe, théologien, etc. Bon ok, la comparaison est assez flatteuse, mais c'est pour bien rentrer dans le podcast. Beaucoup trop flatteuse. Tu es docteur en philosophie, tu es essayiste, tu enseignes à l'ESSEC, tu travailles dans une grande banque française depuis plus de 10 ans. Tu es également cofondateur du célèbre média Néo, on en reparlera. Tu écris dans les médias, tu lances divers projets en journalisme. Bref, tu multiplies les activités. Ça, c'est un peu la présentation LinkedIn, le CV de Samy Biazoni. Mais Samy, quel genre d'homme es-tu ? Comment tu te décrirais ? Quel est ton caractère ? Est-ce que t'es un leader, t'es un artiste, t'es un discret, t'es un fonceur, t'es un rêveur, t'es un bon vivant, t'es un start-upper en col roulé ou t'es un peu les deux ? Bref, Samy, qui es-tu ? Alors, vaste et difficile question. Très clairement, et je pense que tu m'as bien cerné dans ton propos introductif, tout m'intéresse. C'est ce qui exaspère beaucoup mes proches d'ailleurs, parce que effectivement tout m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? On sait jamais dire quoi. Oui, et puis au-delà, véritablement, je peux passer une nuit à parler des hameçons de pêche et la manière dont on les forme et les thermoforme, ça me passionne. Okay, très bien. De la même manière, des débats compliqués sur l'épistémologie des idées me passionne également. En fait, ce qui va me définir, c'est cette soif de découvrir le monde et aussi découvrir les gens, en fait, le monde au travers des gens. Et ça, c'est vraiment qui je suis en mon fort intérieur et qui je suis finalement dans le jeu social et publiquement. C'est un peu tout ce que tu décrivais. Je me suis pris de passion depuis longtemps déjà pour les médias. Je m'intéresse à l'histoire des idées, je m'intéresse à la philosophie et j'ai voulu aller concrétiser ces centres d'intérêt en allant un petit peu plus loin et en faisant aujourd'hui des parties prenantes de mon existence. C'est pour cela que je publie, c'est pour cela que j'entreprends. Ok, et avec toutes ces activités, c'est quand même assez vaste dans pas mal de domaines. T'as l'impression ça y est, d'avoir réussi ta vie, d'être déjà l'homme accompli ou il y a encore tellement de choses à faire? J'ai absolument rien fait. De toute façon, en fait, on est toujours qu'un amateur dans tous ces domaines. Et lorsqu'on choisit la voie d'être un généraliste, moi je dis souvent, je suis bon ou très bon dans beaucoup de choses, mais je ne suis excellent en rien. Et ça, c'est un peu terrible. Ouais. Alors, c'est terrible, et positivement et négativement. C'est terrible négativement parce que lorsqu'on se regarde justement dans la glace, on se dit qu'il nous reste beaucoup à accomplir. Et en fait, c'est terrible aussi positivement parce que c'est un terrible moteur. Ou un moteur terrible. C'est celui qui nous pousse à dire, mais finalement, il me reste tellement à accomplir que il me reste peu de temps. Donc, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire, j'ai envie d'oser, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire et j'ai envie de me réaliser, de m'accomplir. Donc, non, je suis très, très, très loin d'être satisfait de moi-même. Mais c'est justement cette insatisfaction. C'est Paulo Coelho qui le disait d'ailleurs dans l'Alchimiste, la capacité de penser ses rêves qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Une fois qu'on pense les avoir réalisés, en réalité, on se trouve assez souvent devant une sorte de vide assez vertigineux. Oui. Et c'est le grand paradoxe. D'ailleurs, c'est le grand paradoxe de l'Occident en tant que civilisation. On a une sorte de vide un peu vertigineux parce qu'on a l'impression, alors que c'est faux, d'avoir un peu tout accompli en tant que civilisation. Oui. Et quand on a cette impression-là, finalement, on n'a plus envie de vivre ou on n'a plus envie de vivre avec la même intensité. Et c'est valable à la fois dans les grands agrégats sociaux, mais aussi pour les individus. Ok. Mais du coup, ça accomplir, avoir toujours des nouveaux projets, est-ce que c'est une fuite en avant ? C'est la peur à un moment de se poser, d'arrêter de plus avoir de projet. La retraite, c'est peut-être pas pour toi du coup, ni à 62 ni à 64. Enfin bref, est-ce que c'est quoi ? C'est une fuite en avant ou non ? C'est juste l'impression de t'accomplir comme ça. C'est ta manière de te donner dans le monde, de dire je monte des projets, je les accomplis jusqu'au bout. Et en même temps, tu te construis. T'es docteur en philo, on en reparlera plus tard. Mais t'as ces deux béquilles, la béquille de l'action et la béquille de la réflexion. C'est exactement ça. C'est ces deux jambes en fait sur lesquelles moi j'ai besoin. Plus des jambes que des béquilles, d'accord. Exactement. De pouvoir être stabilisé et trouver mon équilibre. Et ça, c'est ce qui me permet de m'accomplir. Effectivement, je ne suis pas qu'un homme d'action, je ne suis pas qu'un homme de réflexion, je suis le mélange des deux. Et c'est à chaque fois en ayant cette ambivalence-là que j'arrive à avancer. Et ça, c'est très propre à ma personne. Oui. Il y a des individus qui s'accomplissent parfaitement en tant que penseurs, d'autres parfaitement en tant que réalisateurs. Et moi, je suis dans cet équilibre-là. Oui.
Et tu dis qu'il y en a qui s'accomplissent soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais est-ce que tu penses pas quand même qu'il y a ce besoin un peu d'avoir quand même un peu des deux? On est peut-être trop dans certains qui sont dans, voilà, on parle souvent d'une société qui fait qu'agir, en permanence dans le mouvement et qui prend jamais le temps de réfléchir. Et en même temps, parfois on peut décrire un peu ceux qui contemplent un peu de haut à décrire la société sans jamais prendre vraiment part à ce qui se passe dans le cœur de l'action. Parfois, je me perçois, alors en prenant un peu de recul par rapport à moi-même, comme une sorte de passeur. Okay. Un passeur entre les mondes, un peu, un nocher, alors non pas des enfers, ou alors des enfers du monde académique et des enfers du monde de l'entreprise. Finalement, arriver à naviguer et passer de l'un à l'autre, c'est une chance. Et moi, j'ai l'impression que parfois, on vient aussi me chercher pour ça. Okay. Finalement, dans cette logique de dire, mais tu comprends un peu ce monde-là, tu comprends un peu l'autre, et puis finalement, tu comprends bien ce qu'il y a au milieu, dans les interstices. Et on a besoin de toutes ces personnes pour ensuite arriver à communier, à penser le monde ensemble et à faire le monde ensemble. Donc voilà ma modeste contribution. Effectivement, elle n'est pas si fréquente en réalité. Avoir un pied dans l'un et l'autre monde, dans la rapidité des startups et dans le terme long de l'écriture, par exemple, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas naturel ou qui n'est pas quotidien pour la plupart de nos concitoyens, pour la plupart de nos amis, de nos proches. Et c'est une de mes petites spécificités. Et concrètement, le temps, tu le trouves comment en fait? C'est ce qu'on imagine du coup avec toutes ces activités, le rythme intense que ça doit être, assez dense. On est à Paris, c'est toujours un peu la course. Est-ce que t'as une formule magique, une méthode un peu pour réussir à dégager du temps, à savoir t'arrêter, écrire et en même temps être dans le feu de l'action des médias avec tes projets? Oui, absolument. Alors en fait, j'ai 2 super pouvoirs. Alors le premier super pouvoir, tout le monde l'a. Tu vas être déçu. Ah, merci. Et le deuxième, tu vas être encore plus déçu. Le premier super pouvoir, c'est la technique. Ouais. Aujourd'hui, avant de te rejoindre, j'étais en call, j'étais en entretien téléphonique, et juste après, j'en ai un autre. En fait, aujourd'hui, on peut se démultiplier. On a vraiment le don d'ubiquité. On peut être là et ailleurs. Et ces calls, c'est des calls d'entreprise. J'ai des réunions. Mais finalement, que je sois assis, à partir du moment où les conditions sont réunies, que je sois assis dans une salle ou dans mon salon ou sur un scooter, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Donc, il faut savoir aussi accepter d'être beaucoup plus fluide dans sa représentation au monde. Ça, c'est le premier super pouvoir. Donc celui-là est accessible à tout le monde, mais il faut changer les méthodes. C'est aussi utiliser les moyens à disposition, être très à l'aise avec les moyens numériques, parce que ça permet de faire beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus vite. Il faut bannir toute tâche manuelle répétitive. C'est impensable en 2023, par exemple. Donc dès lors que vous avez une tâche manuelle répétitive dans votre agenda, il faut absolument trouver une manière de s'en défaire. Soit en l'automatisant, en la passant à une IA. Et ça existe aujourd'hui, elles sont traitables. C'est-à-dire, c'est plus du fantasme. Et le deuxième super pouvoir, c'est que je dors très peu. Ah oui. Et donc, j'ai véritablement 2 vies. Je dors 2, 3, 4 heures par nuit, ce qui me laisse véritablement une deuxième journée. La première journée, ma journée, disons, de 9h à 19h, elle est consacrée au travail. C'est ma priorité. J'ai des engagements professionnels. Cela prime surtout. Et lorsque j'ai un peu de retard parce qu'il a fallu que je consacre 1 heure à autre chose, comme un peu n'importe qui, mais sauf que moi je vais pas au yoga, à ce moment-là je récupère le soir. Et le soir, c'est aussi le moment de la sérénité, de l'écriture. C'est le moment où on n'est pas sollicité, où le téléphone cesse de sonner, où WhatsApp n'envoie plus de notifications, où même les réseaux sont beaucoup plus calmes. Et c'est ce moment-là qu'on peut prendre justement pour la recherche, pour préparer un cours par exemple, pour corriger des copies. Donc voilà un peu cette vie qui est duale, mais qui est tout à fait simple à concilier dès lors qu'on a ce temps incrémental. Donc le soir, c'est vraiment pas une légende, c'est propice à l'écriture. Il y a une ambiance particulière. En fait, je crois qu'il y a 2 types d'écrivains. Il y a des écrivains qui adorent le matin, ce calme très particulier. D'ailleurs, c'est probablement le plus propice, notamment chez les romanciers. Et puis, il y a ceux qui aiment c'est-à-dire cette énergie du soir, cette paisibilité du soir, cette promesse que ensuite, la journée s'éteindra et qu'on finit sur ces moments de réflexion et d'écriture. Et ils sont extrêmement plaisants. Mais en fait, finalement, si je veux faire un parallèle, on le vit tous déjà. Le simple fait de prendre un livre le soir et de s'endormir contre Balzac, c'est déjà un plaisir. En fait, pour ceux qui l'expérimentent, un plaisir particulier. S'endormir avec les mots. Et donc, s'endormir avec les mots lorsqu'on les produit, c'est un autre plaisir particulier. Et puis surtout, le temps a pas du tout la même valeur le soir que le matin. Le matin, le temps est une promesse. C'est la promesse de tout ce qu'on va réaliser dans la journée. Donc, quelque part, s'étendre sur son écriture, c'est déjà mordre un petit peu dans le temps qui nous est offert dans la journée. Le soir, on peut toujours décider, alors certes, on en subira les conséquences le lendemain, mais de repousser un petit peu le temps du sommeil. Et donc, on est beaucoup plus maître de ce temps-là. Donc, il a une valeur différente et c'est pour cela que je pense qu'il est particulièrement propice à l'écriture. Et t'as toujours voulu écrire, c'est quelque chose qui vient de tout petit, je sais pas, petit, est-ce que t'avais un journal de bord, t'écrivais déjà ou t'imaginais des histoires, c'est
C'est quelque chose qui vient de loin ou c'est venu avec les études, la réflexion J'ai eu deux fascinations. Une fascination pour les grands scientifiques et une fascination pour les grands auteurs, et les grands romanciers, les grands essayistes. Et très, très, très tôt, peut-être à 5, 6, 7 ans, Ah oui. j'ai grandi en région parisienne et j'étais souvent le seul enfant de toute la bibliothèque à venir seul. Et donc j'étais la coqueluche de ce que j'appelais les dames de la bibliothèque. Et ces femmes-là m'adoraient puisque je venais et puis j'en prenais 10 livres et je repartais et le mercredi d'après, j'avais fini les 10 livres. Alors, des livres auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Les traités de mécanique quantique, des essais de philosophie. Mais j'avais développé assez tôt et assez naturellement ce goût de me confronter en disant c'est assez incroyable. On a enfermé quelque part dans un livre, dans quelques pages, le savoir des personnes les plus merveilleuses de cette humanité-là qui est autour de moi, auxquelles je n'ai pas accès directement. Et là, on m'offre la possibilité de me confronter à eux. Alors certes, ils ont un peu d'avance, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de les rattraper un petit peu. Et c'est comme ça que mon goût pour l'écriture et la transmission a commencé. Et lorsque j'ai pu, moi, écrire, je l'ai fait d'abord dans la presse. C'est plus évident, c'est plus simple. Et puis un jour, on nous contacte, on nous propose un projet. C'est comme ça que ça s'est fait, en disant mais est-ce que vous n'avez pas envie d'exprimer plus largement ce que vous écrivez? Et c'est comme ça que j'ai débuté, que j'ai publié un premier essai, un deuxième, et là j'en ai un sur le feu et beaucoup de contributions d'ouvrages d'ailleurs aussi cette année. Excellent. Et ouais, tu dis le livre renferme les savoirs, c'est aussi un moyen de transmission. Tu viens d'utiliser les deux termes. C'est donc il y a le livre pour ça, et il y a aussi un autre moyen que tu as lancé avec d'autres personnes, c'est de filmer aussi ces savoirs, c'est de filmer un peu les traditions, les savoirs, enfin un peu ce qu'il y a dans nos territoires, avec le média Néo. Est-ce que tu veux bien le présenter pour, je pense que pas mal d'auditeurs connaîtront, mais voici comment tu présentes toi le média Néo. Alors Néo, c'est un média vidéo, réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, on est présent sur TikTok, on est présent sur Snapchat. Là, on vient d'ouvrir une page YouTube. On est présent sur Instagram, bien évidemment. Et c'est un média qui se présente en fait sous les abords des concurrents directs, un Brut, un Combini, un Loopsider. Mais on a un parti pris relativement différent. On existe depuis 2 ans. On va publier bientôt notre 3 millième vidéo. On a dépassé, avant nos 2 ans, le 1 milliard de vues. C'est un joli succès avec une très très jolie équipe. Et notre promesse était simple. On a vu que finalement tous les grands médias de ce segment, qui avaient la même grammaire, cette grammaire vidéo sur les réseaux sociaux, considéraient qu'il était extrêmement important de porter une voix politique et une voix de revendication. Et ça, c'est écrit à leur fronton, c'est écrit sur leur site, c'est écrit sur leur page. Ils ne s'en cachent pas et c'est leur droit. Et nous, on s'était simplement dit, mais finalement, ces revendications politiques, elles ont un effet qu'on trouvait un peu pervers, qui était celui de communautariser, tribaliser, de procéder de manière clanique quelque part. Et on avait simplement envie, avec mes associés, de recréer du commun. Plutôt que de communautariser, recréer du commun. Et comment recréer du commun? En ayant une approche positive. On ne fait pas de conflit, on ne fait pas de viralité par le mauvais buzz, par la tristesse, par la colère. Et valoriser beaucoup. Finalement, initier ce sentiment de fierté qui est tous en nous, en se disant, mais la diversité dont on nous parle tous les jours, c'est pas qu'une diversité, certes, ça peut être une diversité de couleur de peau, certes, ça peut être une diversité d'orientation sexuelle, ça existe, bien évidemment, et c'est respectable. Mais la diversité la plus majoritaire, celle qu'on rencontre tous les jours, c'est la diversité qui nous différencie, toi et moi, par exemple. Celle des parcours, celle des envies, celle des ambitions, celle des familles, celle des spiritualités. Et celle-là, on l'avait comme oubliée, celle des savoir-faire. Et en fait, la France est riche de 1000 diversités. La preuve, on s'essouffle pas après le 3 millième sujet, et il y en a probablement 30 000 autres, parce que la France est pleine de talents, d'envie, d'initiatives positives, et on avait envie de les mettre en avant, et c'est ça la promesse de Néo. Et c'est un média qui plaît, enfin c'est une promesse qui semble bien tenir pour l'instant. Pourquoi ça plaît autant? Qu'est-ce que ça vient réveiller un peu dans le cœur de l'homme de 2023? Est-ce que c'est un peu l'image d'un monde disparu, ou au contraire de dire bah non, ce monde existe vraiment, il y a encore ces métiers-là, il y a encore ces traditions-là, ces chants-là, cette joie-là, un peu cette joie de vivre, cette communion qu'on peut avoir, cette unité qui existe dans des villages, dans des territoires, elle est encore accessible, c'est juste qu'on l'a peut-être oubliée, elle a peut-être disparu des médias, on l'oublie peut-être dans les grandes villes, mais qu'en fait elle existe encore. Oui, tu le dis très très bien. Finalement, prenons un instant et pensons à nos vies. Est-ce que nos vies ressemblent à ce que les médias publient tous les jours? Est-ce qu'on est confronté au drame tous les jours? Est-ce qu'on est confronté à la conflictualité tous les jours? Bien évidemment que non. La vie réelle des individus, c'est des moments de bonheur en famille, c'est des repas partagés avec des amis, c'est des sourires, c'est de l'amour qu'on donne à un enfant, c'est des rêves, c'est des réalisations, des accomplissements. C'est bien évidemment aussi des déceptions, mais il y a tant dans une vie de positif, il y a tant dans une vie de merveilleux et de création positive qu'il y a largement le matériau éditorial déjà là sous nos yeux. Et donc en fait, on sait bien que les médias sont un miroir déformant. Les éléments traumatiques sont des vecteurs de viralité. C'est indéniable.
indéniable. Et c'est pour cela que beaucoup de médias vont chercher cette viralité. Mais cette viralité négative, c'est pas la seule. Et donc, effectivement, on a été nous-mêmes presque surpris lorsque on s'est rendu compte que notre promesse, qui était celle d'aller générer de l'intérêt, de l'interaction et de la viralité positive, se concrétisait. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient fiers d'être fiers. Je vais te donner un exemple. Une de nos vidéos les plus vues, c'est la vidéo de Martin. Elle a été vue plus de 16 millions de fois. Et cette vidéo, Martin, c'est un jeune garçon quand on l'a rencontré qui avait 15 ans et qui s'était dit, mais je vais refaire de l'ébénisterie comme au début du XXe siècle. Ça normal. Voilà, normal. Ça implique deux contraintes. Il n'y a pas d'électricité disponible facilement. Et puis l'autre, c'est que tous les instruments, les objets, les outils ne sont même plus forcément disponibles. Donc ce garçon s'est dit, je vais me mettre cette double contrainte. Si l'outil n'est pas disponible, je le recrée. Et ensuite, je travaille avec cet outil. C'est assez incroyable. Et puis, j'y mets toute mon ardeur, toute mon envie. Cette vidéo a explosé. Et elle a explosé pourquoi? Elle a fait, à l'époque, déjà plus de 40 000, 50 000 commentaires. Il faudrait 2 jours pour les lire, tous les commentaires. Et souvent, les commentaires, c'était d'une tante pour son neveu, d'un neveu pour son père, d'un fils pour sa sœur et pour ses grands-parents, en disant, mais voilà, quelque part, ce à quoi j'aimerais que tu ressembles, ce à quoi je ressemble, mais que tu ne vois pas, parce que peut-être que moi, c'est pas l'ébénisterie, peut-être que je suis un champion du e-sport, mais en réalité, j'y mets la même passion, la même envie. Et c'est un peu de moi, en fait, Martin. Et c'est un peu de nous tous, Martin. C'est celui qui va au bout de ses idées, au bout de ses rêves, qui n'a pas peur, qui s'affirme et qui accomplit des merveilles avec 3 bouts de bois, littéralement. Et ça, c'est un exemple. Et on dit souvent chez Néo, on raconte des histoires extraordinaires à partir de gens ordinaires. C'est un peu ça qu'on essaye de faire. Oui, mais est-ce que c'est justement un besoin qu'ont les gens de retrouver un peu des héros du quotidien, ce côté même de l'accomplissement dans le travail manuel, dans les choses simples. Tu disais trois bouts de bois. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi ce problème peut-être de manque de sens dans la vie de travail de beaucoup de personnes aujourd'hui qui voient plus trop le sens de ce qu'ils font, qui comprennent pas trop dans quelle dynamique ils sont en entreprise, et qu'en fait pour eux c'est un peu une porte de sortie. Je sais pas si vous avez déjà eu des témoignages de gens qui se sont dit bon bah ok, je claque tout, je deviens ébéniste, je deviens charpentier, je deviens charcutier, je sais pas. Voilà, est-ce que tu as des retours un peu À plus que des témoignages, parce qu'on a fait plusieurs sujets de trajectoire de ce type-là. Okay. Donc effectivement, on sait bien, et sociologiquement maintenant c'est assez bien établi, il y a un retour et une revalorisation de ces métiers-là, ces métiers du sens, ces métiers de la main. Mais Néo, c'est pas que ça, c'est pas que l'artisanat. Néo, c'est tout en fait. C'est aussi le génie technologique, c'est aussi la capacité à créer artistiquement. C'est aussi des traditions très ancestrales qui n'ont pas bougé, qui ont leur côté suranné, leur charme suranné telles qu'elles sont, qui ne sont pas revisitées par ce qu'on pourrait qualifier de hype contemporaine. Donc c'est tout ça, c'est accepter vraiment la complexité, et on peut s'épanouir en faisant des PowerPoint. En fait, en réalité, j'aime pas trop et je me méfie beaucoup du discours qui consiste à sursacraliser aussi le retour à la tradition. Non, si le monde s'est constitué ainsi, c'est qu'il a aussi sa rationalité. On peut parfaitement s'épanouir dans un travail complètement intellectuel, complètement artificiel du point de vue du matériau qui est manipulé, parce qu'on s'épanouit par finalement sa place dans le rôle social, par l'influence qu'on a, par la transformation du monde. Faire de la communication, faire du marketing, ça veut dire quelque chose. C'est pas quelque chose, il faut pas qu'on inverse toutes les valeurs et qu'on dise il n'y a rien de plus noble que ce que l'on faisait il y a 200 ans. C'est pas du tout le propos qu'on veut tenir, c'est de dire on ne veut pas non plus sursacraliser ces métiers de la tech, ces métiers des grandes entreprises. Ils existent, ils apportent leur lot de bonheur comme d'autres pratiques aussi. Et la vraie diversité, c'est celle de pouvoir s'accomplir comme on le ressent en son fort intérieur. Et un pays, et la merveille de la France, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Ouais. Si demain, toi et moi, on veut ouvrir une ébénisterie, on peut le faire. Et si on veut ouvrir une start-up en NFT, on peut le faire de la même manière. Okay, c'est simplement du travail et un peu de talent. Ouais, donc la communion que vous voulez avoir entre les gens avec un média plutôt positif, c'est aussi la communion entre les traditions passées, les innovations aujourd'hui, etc. C'est rassembler en fait et redonner un peu corps aussi à se dire on vise loin, on prend ce qu'on est et on va vers un but un peu commun, une destinée commune quoi. C'est rassembler les Français quoi. C'est ça. Et il faut se méfier des mauvais conservatismes. On n'avancera pas si on refuse le futur. Ouais. Quel sens cela a de dire on voit l'intelligence artificielle arriver, réfugions-nous dans le Larzac. Je ne suis pas sûr qu'on contribue au bien commun de la société en disant cela. En revanche, en affirmant que c'est un pied dans le Larzac et l'autre pied à New York, qu'on sera un individu épanoui ou une société ouverte sur le monde et à la fois solide, ancrée dans quelque chose qui a du sens et de la valeur, là je crois vraiment qu'il y a une promesse presque, disons métapolitique en tout cas, mais presque politique finalement. Ok. Ouais, trop bien. Et c'est bravo parce que en tout cas ça marche bien et on suit en effet l'évolution depuis maintenant
entre 2-3 ans, tu m'as 2 dit. ans, ouais. 2 ans, ouais. Donc Néo, voilà, l'idée de faire communion un peu autour de choses qui sont joyeuses et qui transcendent un peu tout le monde. Et il y a un autre endroit où c'est plus un combat que tu mènes. Je passe un peu sur un autre sujet, mais sur l'écriture inclusive. Tu as mené un peu l'écriture d'un bouquin qui s'appelle Le malaise dans la langue française. Il y a des nombreux défis pour l'homme tant que masculin aujourd'hui dans la société actuelle, mais il y a aussi un brouillage jusque dans la langue entre le masculin et le féminin. Qu'est-ce que tu voulais dénoncer avec ce livre? Est-ce que l'écriture inclusive, c'est plus qu'une bataille linguistique, mais c'est plutôt un peu une attaque en règle d'une masculinité oppressante dans la société? Enfin voilà, on a l'impression qu'on a mélangé un peu le sexe des mots et le sexe des personnes. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et en quoi pour toi c'est un combat important et qui dit plus que juste, oui, c'est ça, une règle grammaticale? Alors, moi, je me suis constitué une règle d'or qui est celle de ne pas mener de combat. Okay. Je viens apporter des contributions parce que j'évolue dans une démocratie. Je ne suis pas un militant. Et si j'étais un militant, je pourrais plus écrire. Ou j'écrirais pas des essais, j'écrirais des pamphlets. Donc, ce que je viens d'essayer de faire et ce qu'on a essayé de faire au travers de cet ouvrage, c'était de dire, on constate une évolution sociétale assez importante et une évolution et une crispation vis-à-vis de la langue, d'où le titre Malaise dans la langue française. Cette crispation, il faut savoir l'expliquer et il faut savoir finalement en déterminer les tenants et aboutissants. Et donc, le travail qu'on a fait, c'est simplement d'éviter de se retrouver avec 2 arguments qui seraient des arguments de cours de récréation sur la langue en disant si vous utilisez un article, une désinence du masculin, à ce moment-là, vous, pour reprendre la terminologie militante, vous invisibilisez l'autre sexe, ou à l'inverse, de reconnaître ou pas qu'il y aurait un grand complot masculiniste des grammairiens dans l'histoire. Rien de cela est vrai. Mais en fait, si on veut expliquer pourquoi cela n'est pas vrai, cela mérite un peu plus que quelques articles. Et donc, on s'était dit qu'il fallait prendre l'espace pour expliquer de manière dépassionnée les dangers, les périls et les complexités aussi des remaniements et des revendications radicales vis-à-vis de la langue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'insère effectivement dans ce que tu décrivais comme une forme de crispation vis-à-vis de la masculinité, mais pas uniquement. Aujourd'hui, le genre, paradoxalement, qui est le plus remis en cause suite aux revendications néo-féministes, c'est le genre féminin. Le mot qui attise aujourd'hui toutes les fureurs, c'est le mot femme. Celui que certains n'arrivent plus à définir, à utiliser. Celui que certains voudraient voir disparaître. Celui que certains omettent et préfèrent remplacer par des périphrases, c'est le mot femme. Et donc, on voit bien tous les paradoxes de ces luttes-là. Et il faut savoir faire un pas de côté, prendre le temps de réfléchir ensemble. Oui, il y a des revendications, elles sont compliquées parce qu'elles touchent à l'intime des individus et il ne faut pas leur opposer d'autres revendications. Il faut simplement prendre le temps de l'explication. Et ce malaise dans la langue française qu'on constatait, il n'est pas propre à la France. La bonne et la très mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde occidental est saisi par la même stupeur. Effectivement, les débats dont on hérite sont des débats plutôt anglo-saxons, ceux qui proviennent d'une tradition communautariste. Et encore une fois, on se retrouve avec le grand problème du communautarisme, qui est celui de tribaliser les sociétés, d'opposer les individus et de leur faire croire que leurs luttes mèneront à la captation de ce qu'on appelle des ressources sociales. Alors, un exemple de ressources sociales, c'est un quota, par exemple. Oui. Se battre, si ça aboutit au fait d'avoir des places, les individus trouveront une rationalité au fait de se battre. Et donc, dans ce continuum-là, il faut comprendre comment ce continuum est établi et quels sont ses enjeux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, ce livre, voilà, c'est pas un livre militant, c'est pas un livre de combat, c'est vraiment, voilà, une contribution, une pierre dans le débat qui est celui de la société aujourd'hui. Oui, qui s'inscrit, oui, ça, dans un peu cette difficulté, peut-être parfois pour l'homme, de savoir comment l'homme, en tant que masculin, de se placer aujourd'hui entre ces différents sujets. C'est vrai que c'est peut-être le mot femme qui est le plus un peu remis en question, ou en tout cas difficile à approcher aujourd'hui. Mais est-ce que t'as l'impression qu'aujourd'hui, être un mec, en France en 2023, est-ce qu'on en fait trop et c'est pas du tout compliqué, ça tout va bien et en fait c'est juste peut-être des combats de médias ou sur des plateaux parisiens, ou est-ce que non, il y a vraiment un vrai danger de brouillage, donc dans la langue mais aussi dans le genre aujourd'hui dans la société, où en fait à la fin on sait plus trop qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qui on a le droit d'être, et du coup on peut plus faire communion, on peut plus faire nation, on peut plus avancer ensemble. Enfin, si tout le monde est remis en question, chacun dans son coin, on communautarise à fond et ça devient difficile d'être un mec ou une femme en fait même. Oui, absolument. C'est un des grands paradoxes de ces revendications identitaires, c'est qu'en fait, elles empêchent l'affirmation identitaire in fine, ce qui est parfaitement paradoxal. C'est-à-dire que de toutes les civilisations de l'histoire donc géographiquement et historiquement, personne n'a eu véritablement de mal à se situer sur le spectre hommes et femmes. Ce qui ne veut pas dire que les sociétés refusent de voir les cas intermédiaires. Elles l'ont toujours traité, mais elles l'ont traité comme un fait non majoritaire. Et cela implique un certain nombre de conséquences sociales. Aujourd'hui, le mouvement néo-progressiste veut que tout soit traité
d'égal à égal, avec la même intensité. Et c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que si on prend toutes les minorités et qu'on les traite comme des faits majoritaires, à ce moment-là, on ne peut plus vivre ensemble, on ne peut plus simplement promulguer de lois de manière évidente. On ne peut plus véritablement, d'ailleurs, traiter les inégalités réelles, puisque tout devient d'égale importance. Donc si l'on veut finalement réaliser la promesse universelle, humaniste, en réalité, on doit considérer le fait minoritaire comme un fait minoritaire. C'est ce qui est le grand paradoxe en fait de ces luttes. C'est pour ça qu'elles se fourvoient, selon moi. C'est qu'en fait, elles contribuent à créer la réponse inverse de ce qu'elles croient combattre. Quant à la question que tu me posais au départ, celle de se définir comme homme aujourd'hui, oui, bien évidemment, c'est un peu plus dur qu'à une autre époque. Mais quelque part aussi un peu plus facile. On sait tous que l'homme machiste, Aldo Machione, il ressemble pas à mon père. Pourtant, mon père a des origines italiennes. Et tout le monde, moi je l'avais bien compris enfant, il ressemble pas à mon oncle. Et ces référentiels-là, ils étaient effectivement assez caricaturaux à certains égards. Donc redonner de la complexité, redonner de la subtilité dans les représentations, c'est quelque chose de plutôt positif. Toujours est-il qu'il y a quand même une grande différence entre donner de la subtilité, et ça l'art sait très bien le faire, le cinéma sait merveilleusement le faire, et puis commencer à dire que finalement tout ce qui ne relève pas de la marge est haïssable, que la normalité est haïssable. Là on effectue un bond qui est extrêmement dangereux, extrêmement traumatique. Et il suffit de regarder les débats politisés autour de ces questions pour comprendre effectivement le péril que cela représente d'un point de vue social. Oui. Et là, tu parlais des minorités il faudrait justement te rappeler qu'une minorité reste une minorité, qu'il y a peut-être des différences et pas une égalité sur tout. Mais les réseaux sociaux aussi, sont un peu des porte-voix pour tout ça, et tout peut être démultiplié, accéléré. Tu manipules quand même beaucoup tout ce qui est les réseaux sociaux, digital, numérique, avec des projets médias, etc. Les réseaux sociaux sont complètement maintenant dans toutes nos vies. Est-ce que c'est ça aussi qui brouille parfois un peu de réussir à s'identifier à quelque chose? En gros, voilà, au XXe siècle, t'es un peu l'homme simple, les tontons flingueurs, Lino Ventura, un verre de whisky, un flingue, une baston. Bon, c'est peut-être un peu l'image très caricaturale. Aujourd'hui, dans le monde numérique où tout est un peu brouillé, tout est un peu plus flou, on maîtrise moins bien ses codes, c'est très virtuel. Il y a moins, c'est pas le bûcheron qui, tu vois l'avant, l'après, t'as coupé ton arbre. Comment l'homme peut se placer et à s'accaparer un peu les réseaux sociaux et rester sans dire quand même pleinement homme et pas être brouillé dans le message qu'il doit transmettre à l'extérieur? Je pense qu'il faut déjà cesser d'être obsédé par la représentation. Le néoprogressisme a érigé le thème de la représentation comme son totem absolu. Et c'est pour cela que, par exemple, Netflix réécrit complètement un certain nombre de séries. Disney revisite le Marvel Cinematic Universe complètement en disant seul compte la représentation, avec un discours très hypocrite. Il existe aujourd'hui des luttes majeures dans l'accession des droits. Il suffit de voir le statut de la femme au Moyen-Orient. On a eu le cas de l'Iran, mais il fallait pas attendre l'Iran pour comprendre. Tout le monde le sait depuis très longtemps. Ce qui s'est passé au moment du califat islamique en Syrie nous l'a montré aussi. Il y avait des scènes insoutenables qui auraient dû, mais tous, nous conduire à nous lever, à manifester au-delà de la désapprobation, véritablement une force, parce qu'on était au-delà de ce qui était tolérable d'un point de vue humaniste. Le féminisme est un humanisme. Simplement, on n'a pas fait ça. Dans le confort, vous savez, il y a un terme qui est celui d'indignation de salon. Et ça existe depuis très longtemps. Il y a toujours eu des indignés de salon. Les indignés de salon, c'est souvent les plus véhéments. Oui. C'est les plus durs. Ils prennent pas trop de risques en réalité. Dans un salon confortable de Saint-Germain-des-Prés, on peut être très très radical et finalement il y a assez peu d'incidence sur sa vie et son intégrité physique. Les combats réels, les luttes les plus dures, elles sont sur le terrain. Alors moi, je suis aussi quelque part un peu un indigné de salon parce que j'écris. Mais simplement, je me cache pas et je ne tais pas les vérités dérangeantes, je les partage, j'essaie de réfléchir, de les expliquer, et je ne me drape pas dans ce confort de la représentation. Et donc effectivement, la représentation, elle a cristallisé quelque chose de particulier, notamment sous l'effet des réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux démultiplient, c'est une sorte de kaléidoscope de la représentation. Avant, la représentation était monocanale. Finalement, il y avait quelques médias, il y avait les grands médias, il y a la télévision, il y avait la radio et le cinéma, mais tout ça convergeait et formait un ensemble plutôt homogène. Désormais, tout le monde, et on le dit, c'est un glissement assez récent, tout le monde est devenu son propre média. Ça a commencé par les marques deviennent leurs propres médias, et aujourd'hui, l'individu devient son propre média. D'ailleurs, ça avait été assez bien décrit par un penseur que j'aime bien, qui est un ami, qui s'appelle Luis de Miranda. Il parle de l'ego trip, mais il en parlait déjà il y a 20 ans, en disant que ça allait devenir finalement l'élément ultime d'affirmation de soi. Et on en est un peu là. C'est-à-dire tout le monde peut devenir son propre média. On voit aujourd'hui qu'un influenceur, une personne qui a de l'influence sur les réseaux sociaux, peut avoir une influence supérieure à une marque constituée, à un média constitué. Et ça, c'est une évolution assez importante. Et justement, la contribution de Néo à cela, c'est aussi de dire, mais attendez, l'essentiel de notre vie se joue en dehors. Et donc déjà, en désacralisant
cette image de la représentation, l'importance de la représentation, en comprenant que ce qui prime, c'est le réel et non pas le représenter. Ce qui prime, lorsqu'on a un problème avec l'image que renvoie le miroir, on ne casse pas le miroir, comme le propose le néoprogressisme. Ce que l'on fait, c'est qu'on change le réel derrière, celui qui se reflète dans le miroir. C'est deux propositions complètement différentes. C'est des propositions qui sont, c'est très étonnant, presque redevenues des propositions philosophiques. Finalement, où on se situe dans la caverne platonicienne et où on a envie d'être, je pense qu'on en revient à des choses relativement simples. Mais il faut en revenir là parce que les débats sont d'une telle virtualité aujourd'hui que des choses essentielles doivent être dites. Très bien, merci pour cette transition vers la philosophie, c'est parfait. Parce que je voulais aborder ce dernier point avec toi, c'est t'es docteur en philosophie. C'est pas une rumeur, c'est vrai. C'est vrai. On philosophe plus aujourd'hui ou pas pour toi? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on philosophe peu. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup plus philosophé en France par le passé. Tu sais, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi se garder de sacraliser le passé. Le passé, c'est aussi un pays où le taux d'éducation, alors certes, lorsqu'on allait au certificat d'études, on avait un niveau qui était probablement l'équivalent du niveau du brevet aujourd'hui, mais peu de gens y allaient et peu de gens allaient au-delà. Donc, de toute façon, la philosophie, c'est toujours quelque chose qui a été réservé à des personnes qui ont le temps. Et ce temps, il a deux composantes. C'est le temps de lire et de penser, mais aussi le temps d'avoir appris ce qui est nécessaire pour pouvoir apprécier la philosophie. Il y a une démarche très asynchrone, parce que la philosophie, à la différence de la littérature, c'est que la philosophie est une technique aussi. Souvent, les gens me disent, mais je sais pas comment tu fais pour lire Heidegger. J'ai fait un mémoire sur Wittgenstein. C'est parfaitement ésotérique, puisqu'il y a une technicité sous-jacente à la philosophie. Je pense, on se trompe beaucoup en pensant à la philosophie socratique, en disant, mais finalement, c'est quelques maximes, et c'est ça la philosophie. D'ailleurs, c'est souvent l'image que les médias renvoient. Lorsqu'un philosophe est invité, finalement, ceux qu'on aime bien, je vais pas citer de nom, mais c'est des philosophes spectacles qui viennent donner des maximes de vie. C'est plutôt des sagesses en réalité que des réflexions philosophiques. Mais parce que la réflexion philosophique, en fait, c'est très compliqué de la faire sortir de son champ académique. Mais je crois en sa nécessité. Je crois en la nécessité d'avoir des gens qui prennent le temps de réfléchir à finalement la manière dont on pense. Parce que c'est ça le fond de la philosophie, c'est la manière dont on pense. Donc tu vois, c'est l'étape préliminaire au fait de penser, et le fait de penser, l'étape préliminaire au fait d'interagir en société, de créer un libre débat démocratique, si je puis dire, bien mené. Voilà. C'est vraiment l'étape préalable pour toi, la philosophie, c'est la base. Un peu, c'est il restera que ça à la fin. Enfin, c'est tout passera sauf la philosophie. C'est ce côté où tu pars de ça et ensuite tu t'agis dans le monde. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais quelque part, les philosophes sont un peu les machinistes de notre vie sociale. Alors pourquoi c'est contradictoire? Parce que moi-même, j'écris dans la presse, donc ça veut dire que je suis un machiniste, mais qui va aussi en haut à la salle de pilotage et qui va même prendre les photos avec le commandant de bord. Et oui, c'est ça, être philosophe. C'est parfois aussi aller dans la cité et d'essayer d'amener un petit peu la réflexion fondamentale, celle de l'évolution des idées, celle de l'évolution de la matière des connaissances, et puis de le retranscrire dans le débat public. Et je pense que c'est aussi un des rôles des philosophes. Alors moi, je n'ai pas la prétention de me dire philosophe, puisque c'est pas mon activité à plein temps. En revanche, j'écris, j'ai réalisé mes travaux de recherche en philosophie, et ce matériau-là, il me nourrit énormément, et il me permet de comprendre le monde, et je le sens bien de manière un peu différente que celui de mes concitoyens qui, eux, n'ont pas fait cet effort-là au préalable. Puis que ça te nourrit, tu sens qu'il y a une sorte d'épaisseur un peu intérieure qui se crée, c'est une sorte de jouissance un peu individuelle, enfin personnelle, de se dire en fait il y a notre être physique, mais il y a un être intérieur qui peut être vraiment nourri par ça, et l'homme a aussi besoin de ça. Enfin, il y a quelque chose qui le nourrit complètement. C'est pas juste deux gros bras ou du sport ou l'extérieur, mais il y a aussi il y a tout un terrain exploré qui est intérieur à soi, et en fait il y a tout à faire là-dedans. Oui, absolument. Enfin, à refaire même on dit souvent que tout a déjà été dit, tout a déjà été pensé, mais en fait on a tous à refaire cet exercice. Alors tu as raison. Alors même si tout a été pensé, il faut prendre beaucoup d'élan pour tout digérer. Oui, c'est sûr. Donc la promesse positive que je fais, c'est que entrer en philosophie comme entrer dans les ordres, c'est aussi un sacerdoce, c'est-à-dire que finalement, ce sacerdoce-là, on va le porter toute sa vie. C'est ce qui est assez joli, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais épuisé le savoir philosophique. Par ailleurs, il continue à se constituer. Il y a une vigueur dans la réflexion philosophique. Tu vois, notamment toute la philosophie de la technique, on est en train d'ouvrir des pans entiers de réflexion.
Effectivement, alors certains sont déjà questionnés sur la représentation d'une intelligence qui serait artificielle, non corporelle, incréée. Simplement, aujourd'hui, ça devient concret. Donc, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Lorsque tu as entendu la tentative de demande de moratoire d'un certain nombre d'intellectuels, de patrons de la tech, dont Elon Musk, d'ailleurs assez surréaliste, comme si on a arrêté le progrès. J'ai toujours du mal à comprendre ce qui s'est passé avec ce moment-là, très récent, qui s'est produit, mais on n'arrête pas, malheureusement, le progrès. Alors, notre devoir, en revanche, c'est de l'anticiper. C'est vrai que c'est très surprenant de se réveiller un matin en disant il y a des intelligences artificielles génératives. Pardon, ça existait déjà. Ouais. On savait que ça allait accélérer à un moment. Rien ne nous empêchait d'avoir ces réflexions de manière collégiale. C'est un beau projet collectif pour l'humanité. Et de ne pas attendre. Mais ça a été souvent comme ça, en fait. Le progrès devance l'histoire des idées. Les idées et les civilisations et les représentations d'une civilisation, elles se font aussi au travers du progrès technique. Donc rien que cela, c'est une matière philosophique de premier choix. Et qui ouvre de belles perspectives de discussion, de débat et de remise en cause de nos certitudes. Oui, complètement. Tu nous ouvres à plein de réflexions et et peut-être souvent ce besoin de plein de gens de dire on peut reprendre le temps un peu de penser, de réfléchir. C'est le spectacle un peu des plateaux de télé parfois ou de la rapidité des informations laisse peu de temps à ça. Et merci pour cet appel un peu à cette réflexion et à se dire que le monde des idées continue à exister et que même il est toujours aussi temps présent et notamment avec un peu les perspectives de la technologie, de la technique encore aujourd'hui. Samy, pour finir un peu cette émission avec toi, juste deux questions qu'on pose souvent. Est-ce que tu as des exemples un peu pour toi d'hommes accomplis qui soit du passé, soit encore actuels, qui pour toi te nourrissent et sont un peu des exemples d'hommes dans ta vie? Alors, oui, moi j'ai des admirations. Okay. Homme accompli, j'ignore ce que ça veut dire puisque en fait souvent ce qu'on va appeler les grands hommes sont des gens qui ont beaucoup sacrifié pour leur art, pour leur engagement. Et donc j'ai du mal à considérer que dans l'histoire, faute d'être allé dans la vie privée des individus, finalement des gens ont été parfaitement accomplis. Mais j'ai des gens qui m'ont inspiré. J'aime beaucoup le dandysme d'Oscar Wilde, cette espèce de détachement où il assume parfaitement son image un peu en décalage de la société, avec une espèce de morgue comme ça très brillante. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné. J'ai aussi eu beaucoup d'admiration. Alors là, pour l'exact inverse, je parlais de Wittgenstein, mais Wittgenstein me fascine comme personnage. C'est au contraire un personnage tout à fait en retrait de ces jeux sociaux. C'est l'inverse en fait. C'est l'individu qui dans une sorte d'introspection radicale, mais un individu de la modernité tout de même. Et donc ces deux figures par exemple m'inspirent. J'adore la figure napoléonienne. Alors pas pour tout, mais pour finalement sa capacité à être allé presque au bout de la volonté réformatrice. Puis c'est vraiment d'actualité. Hein. Oui. Et on voit quand on étudie finalement la volonté de réforme napoléonienne, à quel point c'est dur et ça doit être intransigeant une réforme. Et ça d'ailleurs c'est assez antinomique avec les attentes de l'époque. On le voit bien, hein, pour des réformes qui sont des réformes techniques, en réalité les individus sont prêts à mettre presque leur vie en jeu. On voit la dureté aujourd'hui des affrontements. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Napoléon aujourd'hui. Je ne sais pas s'il serait devenu Napoléon aujourd'hui. Mais toujours est-il que dans son contexte historique, il a été particulièrement incroyable. Lorsqu'on passe dans un pays où les armées napoléoniennes sont passées même quelques mois, où certaines îles de Méditerranée, par exemple, et toutes les institutions qui ont été mises en place et qui subsistent, tous les grands travaux d'aménagement, toute cette organisation qui a résulté simplement de la volonté d'un système, d'un homme au départ et d'un système qu'il a institué, je trouve ça assez fascinant. Bien sûr, mais ça, je pense que beaucoup de gens se reconnaissent en ce personnage. Oui, donc c'est plutôt un kaléidoscope d'hommes, je pourrais continuer longtemps comme ça, qui me fascine. Et puis, le dernier, c'est Victor Hugo. C'est le plus grand prosateur, le plus grand littérateur de tous les temps. Il est inégalable et inégalé, aussi à l'aise en vers qu'en prose. C'est absolument incroyable. C'est toujours bouleversant de le lire. Quand on le lit, on a du génie dans la main. Et ça, c'est quand même pas si fréquent. Et puis surtout, c'est un grand humaniste. Alors, mal revisité aujourd'hui, hein, parce qu'on a tendance, certains discours a tendance à revisiter à l'aune des critères moraux d'aujourd'hui, des décisions du passé, ce qui est le pire danger qui soit. Mais en réalité, c'était un humaniste qui croyait en une sorte de visée universaliste des progrès de notre civilisation et qui aimait profondément l'homme. Et je me retrouve beaucoup en Victor Hugo. J'ai pas et j'aurai jamais son envergure. En revanche, oui, c'est quelqu'un qui m'inspire. Excellent. Ça nous pousse tous à relire Victor Hugo. Et en effet, c'est toujours impressionnant quand tu lis un bouquin, tu lis un auteur et tu sens qu'il y a quelque chose de fort qui sort des mots. Enfin, la puissance des mots, en fait, c'est pas encore une légende, quoi. Enfin, c'est jamais une légende, c'est incroyable. Pour moi, ça me fascine toujours autant. Et dernière question, c'est tout simplement, pour toi, qu'est-ce qu'un homme au fond? Alors, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est beaucoup de choses. Un homme, c'est la réalité d'un corps qu'on porte. Un homme, c'est la réalité aussi du poids des représentations qu'on subit.
qu'on construit, qu'on contribue à alimenter. Un homme, c'est des responsabilités par rapport à sa famille, par rapport à ses proches. Un homme, c'est aussi un humain. Et donc, je crois beaucoup en la capacité à finalement pas se définir. C'est un peu paradoxal de conclure là-dessus, alors que le podcast s'appelle Bonhomme et qu'on parle des hommes. Mais j'ai envie de dire, pour reprendre la formule consacrée, un homme est une femme comme les autres. Moi, je suis un fervent défenseur du discours universaliste. Je ne perçois pas les individus au travers de leurs chromosomes, de leur coupe de cheveux, de leur couleur de peau, de leur sexualité. Je vois des êtres vivants. Donc, il faut quand même savoir rappeler qu'un homme, c'est ça aussi, c'est un humain. Ça respire, ça boit, ça vibre, ça pleure. Et c'est aussi ça, c'est une banalité, mais qu'on n'ose presque plus dire parfois. Et puis, je trouve que dans le projet des hommes, aujourd'hui, il y a effectivement il y a une belle promesse qui est celle de dire, mais soyons les hommes qu'on a envie d'être. Soyons dandy le soir, bourrin le matin. Soyons extrêmement fins intellectuellement et soyons le plus grand imbécile à 11h du soir. Et là, la belle promesse de je trouve, de ce moment de l'histoire, c'est quelque part qu'on a le droit d'être tout ça, quoi. On a le droit d'avoir les amitiés qu'on a envie d'avoir et de pas avoir les mêmes à 8h du matin et à 4h du matin. On a le droit d'avoir les mêmes projets sociaux finalement que ses proches et être complètement différent d'eux dans sa vie intime. Et je trouve que ça, c'est très libérateur quand même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on parlait finalement des figures un peu cristallisées, c'est les figures du machiste qu'on reproche beaucoup, mais ça correspond à plus rien. Enfin, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de critiquer ? Moi, je ne vois plus, ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes machistes. Ça ne veut pas dire que certains ne se reconnaissent pas comme ça. D'ailleurs, il y a encore des sociétés dont des références certaines ont des références culturelles et vivent en France, qui assument complètement une ambivalence complète des genres, une complémentarité des genres beaucoup plus marquée. Donc ça existe sous nos yeux. Et ça, il y a des traditions culturelles qui persistent. Elles ont leur rationalité. Est-ce qu'elles sont aussi respectables ? Je trouve qu'elles répondent moins à notre aspiration à la liberté. Mais en revanche, il faut pas qu'on m'enlève mon droit d'être viril et machiste quand j'ai envie d'être viril et machiste. Alors machiste ne veut pas dire traumatique pour autrui, reconnaissant pas. Dans le sens où, de la manière, une femme peut être féminine. Et c'est son droit. Mais elle a le droit aussi de se définir comme elle a envie d'être. Moi, je suis très existentialiste, finalement, dans mon discours. Ce qui importe, c'est la capacité de l'individu à se réaliser pleinement. Et c'est ça le plus important. Et je trouve que on est quand même parvenu à une société qui permet de se réaliser et d'être un peu tout en même temps, quoi. Voilà. Donc, ne soyons pas des spécialistes de notre moi, soyons des généralistes de notre moi et acceptons tout ce qui nous constitue. Trop bien, belle fin, merci beaucoup. Merci Samy, incroyable. Donc messieurs, vivez pleinement, soyez pleinement vous-même et entièrement vous-même, dans toute votre complexité aussi. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce podcast. Voilà, messieurs, on espère que vous avez apprécié cette conversation. Mais juste pour info, tu sors bientôt un livre ? Tout à fait, qui s'intitule Le Statistiquement Correct, aux éditions du CERF, en fin d'année. Et je reviens sur l'usage ou le mésusage des statistiques en démocratie. J'essaie de revisiter un petit peu la manière dont on traite, et en fait, en réalité, maltraite beaucoup les grands chiffres de la statistique, les grandes données publiques, avec des conséquences démocratiques très importantes. Sujet passionnant, messieurs, donc il faut suivre ça de près. Un grand merci, Samy. Messieurs, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Bonhomme le Talk. D'ici là, abonnez-vous à notre podcast et n'oubliez pas de mettre une bonne note pour booster nos contenus sur les différentes plateformes d'écoute. D'ici là, bonne navigation dans vos propres vies. Tenez bon la barre et bon vent.